Ah, Iconodur, la légende de Sweet Amoris me fait l'honneur d'être mon nouvel ennemi numéro 1. Enfin, si tant est qu'elle arrive à venir jusqu'ici, après tout, je suis chez Surfshark. Pour protéger mes informations personnelles et mon identité sur internet, rien de mieux que Surfshark. C'est le roi des VPN que je peux installer sur un nombre illimité d'appareils. Surfshark me permet de chiffrer mes activités sur le net, afin que personne ne puisse suivre ou voler mes données. En plus, Surfshark m'offre plus de vitesse en bloquant les chargements des publicités. Et grâce à ça, je peux aussi charger mes pages beaucoup plus rapidement en dépensant moins de données, ce qui est super intéressant pour des petits budgets. Vous pouvez obtenir Surfshark avec 83% de réduction et attention, 4 mois supplémentaires gratuits en utilisant le code ICO via le lien en description. C'est une offre limitée dans le temps. Surfshark vous offre une garantie de remboursement de 30 jours. Merci Surfshark. Ça suffit, monsieur le président, rendez-nous Gnagnagnel tout de suite, on en a besoin. Oui, en plus ça va super mal dans le pays depuis que le président il fait des OP. Oui. Mais quelle bande de guignols. Vous croyez vraiment que vos petits coups de pression de rien du tout vont me faire quelque chose? À moi, monsieur le méchant? Oui. Récupérez votre président si ça vous fait plaisir. J'ai déjà de lui tout ce que j'ai besoin. Je suis prête pour la bagarre, allez, vas-y, ramène-toi là, vas-y, grosse patte, Castiel. Oh non, c'est encore trop tôt pour nous deux, Iconodur. Par contre, je connais quelqu'un qui est prêt à en découdre avec vous, monsieur le hacker. Oui, monsieur le méchant, cette copie fait honte à votre projet. À nous deux, monsieur le clone. Mamma mia! Bonjour, vous. Est-ce que vous êtes déjà aventuré dans l'univers incroyable vidéoludique de vos adaptations de mangas et animés préférés? C'est une question que je vous pose en toute naïveté alors que je sais pourtant très bien que vous y avez déjà touché au moins une fois à ces trucs. Fan de DBZ, vous vous êtes forcément déjà jeté sur Tenkeshi Budokai, Fighter Z ou je ne sais quel super Butoden pour les fans de la première heure. On a beau connaître la trame principale par cœur de DBZ depuis 30 ans, que ça nous empêche pas de vivre, revivre et revivre en boucle le Kamehameha Père-Fils balancé par Gohan contre Cell. Ouais, déjà tu sens venir le problème et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement des adaptations de manga. Une certaine forme de facilité a pu envahir les acteurs du jeu vidéo qui ne voient en ces œuvres mangaesques qu'un moyen de surfer sur la vague du pognon en proposant finalement que très peu de choses de vraiment intéressantes et qui parviennent à se dégager du cadre très strict imposé par l'œuvre originale. Ou en tout cas par ses ayants droit, peut-être un petit peu trop sévère. Et c'est justement parce que je suis moi-même un joueur qui joue régulièrement à ces types de jeux que je me suis donc posé une série d'autres questions. Sommes-nous vraiment condamnés à ça? Est-ce qu'au fond j'ai tort de voir les choses ainsi par mon regard biaisé de mec qui joue un petit peu trop aux jeux vidéo? Est-ce que je suis trop fan de manga? Trop fan de jeux vidéo? Pas assez fan? N'existe-t-il pas des adaptations de manga et animés qui valent le coup pour autre chose que leur fanservice? Eh bien, figurez-vous que c'était compliqué de vous trouver 4 adaptations de manga en jeux vidéo qui sortent du lot. Pas nécessairement des jeux incroyables qu'il vous faut faire à tout prix, mais des jeux qui essaient. Au moins. Et avant de se lancer, on va baliser l'introduction et rappeler que c'est hyper important de s'abonner à la chaîne si le contenu vous plaît pour pouvoir mieux se référencer. Merci. Oh, je vous vois les quelques-uns un petit peu bruyants qui râlent sur la longueur de mes introductions. Mais une intro, sachez-le, c'est un tiers d'une présentation, c'est le cœur d'un récit, ce qui donne le ton de la vidéo et donne les clés de compréhension du titre, voire même de toute la vidéo, en fait. Ça fait partie de la vidéo. C'est pas un truc à esquiver, sinon on perd le fil rouge et vous n'aimez pas perdre le fil rouge. Mais je suis sympa, alors du coup on va baliser tout ça et créer une partie spécifiquement pour l'introduction, de sorte qu'on ait 5 parties, voire même 6 si on compte la conclusion. Problématique et méthodologie. Je suis obligé, en réalité, de commencer par cet avant-propos. Non pas que j'ai envie de me dédouaner de quoi que ce soit, la vidéo elle reste subjective, ce sont mes choix que je vais vous présenter et je les assume totalement. J'aimerais juste que vous compreniez ce qui m'a animé lors de la réalisation de cette vidéo, parce que j'estime que c'est important.
Parce que, croyez-le ou non, mais ça fait bien 1 an que je traîne ce projet. Qu'un coup j'ai envie, puis un autre non, que je teste des jeux, puis que j'en abandonne d'autres, que je les laisse pourrir dans un coin, etc., etc. Je vais pas vous faire un dessin, le sujet de l'adaptation de manga et animé en jeu vidéo, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis absolument pas satisfait de la qualité globale de ce qu'on nous offre aujourd'hui. C'est pas nul, hein ? Qu'on soit clair, c'est globalement correct, voire même bon, satisfaisant, mais j'ai l'impression que tout le monde se satisfait de ça, et c'est ça le problème. Je repense à Jump Force, oui, encore, qui aura été une sacrée expérience sur YouTube pour moi. La vidéo elle était pas folle, j'en conviens, et d'ailleurs elle est partie en privé pour ces raisons, mais les faits sont là. Pour fêter les 50 ans du Jump, peut-être que proposer autre chose que quelque chose de vraiment très moyen, ça aurait été bien. Un Jump Force qui d'ailleurs s'inscrit dans cette longue tradition de l'adaptation un petit peu facile de coller au shonen neketsu à un gameplay type Arena Fighter depuis les Tenkeshi Budokai et surtout depuis la réussite insolente, qualitative et quantitative des Naruto Ultimate Storm qui figure à mon sens dans le top tiers de ce que le genre a à nous proposer avec les Dissidia Final Fantasy sur PSP. Une tradition qui va régulièrement faire des petits et pas des plus fameux, hein, Jump Force déjà, mais One Punch Man ou My Hero Academia, voire très récemment Demon Slayer. D'ailleurs, c'est un petit peu Demon Slayer qui m'a enfin poussé à faire cette vidéo. C'est pas un mauvais jeu non plus, mais je crois bien que c'est la première fois que CyberConnect 2, géniteur des Naruto Storm, quand même, me déçoit. Le jeu a un gameplay sympathique, bien que très peu inspiré, mais le mode histoire est d'un paresseux, c'est terrible. C'est Demon Slayer quand même, aka un des derniers gros succès du Jump au Japon. Je sais que l'histoire elle est bouclée, mais c'est dommage de pas avoir mis plus de budget là-dedans. Il y avait moyen de faire un truc vraiment péchu, même en restant dans de la bagarre. Et c'est donc dégoûté des Arena Fighter à cause de Demon Slayer que je me suis dit, si je dois parler des adaptations de manga, il faut que je le fasse sans parler des adaptations de manga en bagarre. Il va falloir que j'évite les Arena Fighter. Et tout pareil, vous serez surpris que même lorsqu'on garde le nez dans des gros titres, eh ben, on a à boire et à manger. Des jeux comme Dragon Ball sur Game Boy Advance, les formidables Naruto sur 360 développés par Ubisoft, Jump Ultimate Stars sur Nintendo DS, qui est un bien meilleur hommage au Jump que ne le sera jamais Jump Force, ou encore les One Piece Unlimited Cruise sur Wii, qui offre ce que tout jeu One Piece devrait offrir, de l'aventure. Le problème à tout ça, c'est que ça commence sacrément à vieillir. Et moi, le truc, c'est que je tiens à ce qu'en sortant de ce type de vidéo, comme pour celle sur les Pokémon-like, eh bien vous puissiez aller chez votre vendeur préféré, prendre un exemplaire en boîte du jeu présenté et vous faire kiffer. Voire même sur les différents stores en ligne, si le démat c'est plus votre cam. Or, même avec les jeux 360, comme les Naruto ou Afro Samurai, bah il vous faut une Xbox 360. Les jeux ne sont pas encore rétrocompatibles. Les autres, bon bah j'ai pas envie que vous vous cassiez les dents sur eBay non plus, hein, à chercher les consoles qu'il faut et surtout les jeux cités. Non pas que ce soit très compliqué, quoique pour certains, bon, voilà. Mais j'ai pas franchement envie que vous fassiez un virage à 90 degrés vers l'émulation. En tout cas, pas aujourd'hui. Enfin, dernier disclaimer, il va falloir être un petit peu plus ouvert sur certains jeux. Tu sens que pour certains, il y a des années d'Arena Fighter qui se traînent et des ayants droit pas sympas qui sont pas hyper chauds pour qu'on fasse des trucs avec leur licence. Disons que prendre un petit peu de recul, ça serait pas un mal sur cette vidéo. Tous les jeux que j'ai à vous présenter, ils ont des problèmes. Captain Tsubasa, Rise of New Champion. Bon, je dirais que je commence peut-être pas par le plus évident, mais c'est peut-être l'un des plus originaux. C'est en tout cas celui qui va se démarquer le plus. Captain Tsubasa, pour les quelques-uns, peut-être plus nombreux que je me l'imagine, qui ne connaîtraient pas la licence, c'est avant tout un shonen du Shonen Jump, diffusé de 1981 à 1988, mis en case par Yoichi Takahashi. Un manga adapté en animé dès 1983 et très rapidement importé en France, que les plus vieux d'entre vous connaissent très certainement et plus facilement sous le nom de son adaptation française, Olive et Tom. Un manga qui nous raconte les aventures de Tsubasa Ozora, Olivaton pour les plus vieux, un très jeune footballeur,
plutôt doué, entraîné par la légende brésilienne du football Roberto Hongo, et dont l'objectif est rien de moins que de rapporter la Coupe du Monde au Japon. C'est un petit peu comme devenir Hokage mais dans le vrai monde. Si j'appuie beaucoup sur le fait que Oliver Tom c'est un petit peu vieillot, parce que ça l'est, regardez la première adaptation animée, surtout en VF avec les changements de nom des personnages et des villes, c'est parfois un petit peu compliqué, il n'empêche que tout comme beaucoup de shonen sportifs, il s'agit très certainement d'une œuvre avec un lourd potentiel vidéoludique. Je veux dire, il y a tout. Il y a des règles faciles à comprendre pour un des sports les plus populaires de la planète, une histoire facile à suivre et engageante, des objectifs clairs et bien amenés, des antagonismes, des amitiés et une mise en scène qui frôle toujours avec le too much, qui peut créer des moments de jeux vidéo absolument uniques et qui peuvent trancher radicalement et efficacement avec des jeux de foot plus conventionnels, plus sérieux. Bref, il y a tout un potentiel inexploré du jeu de foot quand tout le monde va s'échiner à faire un jeu simulation. Pour la faire courte, je pense que Captain Tsubasa aurait pu être le parangon du jeu de foot arcade, un petit peu le horizon de la licence Forza. Alors, il y en a eu pas mal des jeux Captain Tsubasa en réalité. Au début, uniquement au Japon, oui parce que faut pas déconner, les mangas c'est une affaire purement japonaise et faut croire que c'est une bulle purement nippone et les Européens, bon vous savez, à part Dragon Ball, ils y connaissent pas grand chose. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeux Super Nintendo, beaucoup de jeux PlayStation 1 et 2, puis récemment plus grand chose en dehors des frontières mobiles, jusqu'à ce que, coup de tonnerre, David Productions et TV Tokyo proposent un reboot moderne de la série en 2018. On reprend les mêmes et on recommence, sauf que tout se passe à notre époque. Olive reprend son nom original pour chez nous et possède également un smartphone. Parce que figurez-vous que c'est ce qui caractérise notre jeunesse, les smartphones. Et comme par hasard, Bandai Namco se dit que l'occasion est bien trop belle pour proposer enfin un nouveau jeu Captain Tsubasa, Rise of New Champion, disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 du coup aussi, Xbox One et Series XS. On coche donc évidemment le carton plein du jeu disponible facilement. Un jeu adapté de Captain Tsubasa, le reboot de la série animée Olive et Tom, qui lui-même était une adaptation du manga Captain Tsubasa. Je fais genre c'est compliqué, mais pas du tout. Le but est alors de proposer une sorte d'expérience ultime pour les fans de la série, tout en offrant enfin la possibilité de jouer au football de manière un petit peu plus fun et décomplexée. Si bien sûr on nommait toute la période Inazuma Eleven. Captain Tsubasa, Rise of New Champion, se présente ainsi comme un jeu de foot arcade ultime, adaptant justement ces nouvelles aventures de Tsubasa Ozora. Si bien entendu vous pourrez profiter d'un mode en ligne pour affronter d'autres joueurs ou simplement vos amis, le mode local est à ce propos très réussi. Je dirais pas qu'on peut y passer des soirées entières, mais c'est toujours fun à faire, ne serait-ce que 2 ou 3 matchs. C'est bel et bien le contenu solo cependant qui va régaler. On a ici 2 arcs narratifs qui sont proposés, le premier qui va faire office de long tutoriel de 6 heures dans lequel vous suivez Tsubasa lui-même et son équipe, en route pour la victoire, et un second beaucoup plus complet, le nouveau héros, assez similaire dans le fond à un mode carrière pro FIFA ou Ligue des Masters de feu PES, mais en beaucoup plus shonen, évidemment. Si le premier arc va vous servir à vous familiariser avec les contrôles du jeu, parfois un petit peu atypiques, il va falloir s'habituer au système de contre, aux passes un petit peu étranges et aux esquives, tout en misant à fond les ballons sur une mise en scène digne d'un épisode de l'animé, c'est le second arc scénaristique qui va déployer le gameplay de son jeu, son côté RPG, la construction de son propre personnage, la création d'une équipe de rêve en récupérant les joueurs iconiques de la licence. C'est vraiment lui qui donne envie de relancer une partie pour voir ce que le jeu nous offre comme surprise, pour débloquer tous les objets de collection et pourquoi pas faire un petit tour en ligne après. Après bon voilà, il y a des trucs qui vont vraiment pas dans le jeu non plus. On va pas se mentir. Si heureusement il n'y a pas de microtransactions, je vous avoue ne pas être méga fan des bonus de connexion quotidiens qui sont autant de tentatives de me forcer un petit peu la main, ni même des défis quotidiens qui peuvent me frustrer plus qu'autre chose si je ne les fais pas. Je sais pas si Rise of Champion avait vraiment besoin de cet environnement issu de ton meilleur Red Shadow Legend. Manette en main, c'est relativement efficace, c'est très nerveux, on a envie de matraquer les boutons pour réussir nos meilleurs contres et nos meilleurs tirs. C'est vrai. Mais tout ça se fait au profit d'un certain manque de précision. Les passes ratent souvent sans explication, les fautes, ça n'existe pas dans ce jeu, l'interface est ultra chargée, encore plus quand les personnages se mettent à parler entre eux pendant qu'on joue, les contacts sont étranges je dirais, et la mécanique de fatigue du gardien pour pouvoir marquer, si elle est très fidèle à l'œuvre originale au fond, rend le jeu un petit peu trop bourrin, peut-être un petit peu trop bourrin, justement. Cerise sur le gâteau, parfois, il y a des scènes cinématiques obligatoires qui vont couper votre match. C'est bien intégré, c'est vrai, mais parfois c'est un petit peu frustrant et me sort carrément de l'action.
presque j'ai trouvé l'expérience proposée plutôt honnête. Ça fait du bien de sortir du moule très codifié de l'adaptation manga/animé avec un jeu de foot qui sort aussi des codes du jeu de foot. Il y a selon moi un bien beau potentiel qui mérite clairement beaucoup plus de finition, une marge de progression que j'aimerais bien voir dans une potentielle suite. Fist of the North Star, Lost Paradise. Hey, ça vous dit qu'on reste plus longtemps dans les licences de vieux? Juste un peu. Ah, et je préviens pour les plus sensibles, c'est un peu violent. Promis, après, on parle de trucs plus récents. Mais là, Hokuto no Ken, Ken le survivant, c'est un petit peu le classique, et ça me fait plaisir de le mettre ici. Surtout que c'est pas n'importe qui s'est occupé de son développement. Et surtout que pour nous autres Européens, c'est quand même un événement en soi d'avoir eu la chance de voir débarquer un jeu estampillé Ken le survivant, ou Fist of the North Star, ou Hokuto no Ken, c'est comme vous voulez. Oh, je vais pas jouer de la flûte, je suis un profane de Ken le survivant. J'en connais les mêmes, évidemment. J'en connais les références aussi, comme dans Olive et Tom, tout pareil. Mais je suis jamais vraiment allé plus loin que ça. J'ai pas eu le temps de m'y investir, ni l'envie. Envie que Lost Paradise a réussi à créer chez moi. Et ça, ça méritait d'en parler. Déjà parce que cet épisode PS4 peut se jouer sans connaître l'histoire originale. Pas besoin de vous mater la série ou de vous lire les 27 tomes originaux pour comprendre quels en sont les enjeux, de quoi ça parle, et qu'est-ce qu'il faut faire très exactement, même si le pendant à tout ça, malheureusement, c'est que le scénario original qui nous est conté dans le jeu reste relativement dispensable. Hokuto no Ken est une œuvre d'anticipation post-apocalyptique, imaginée et dessinée par Tetsuo Hara, dans laquelle l'humanité a souffert vers la fin des années 90 d'une guerre nucléaire qui a tout dévasté, asséché les mers et océans et détruit une bonne partie de la végétation. Les rares humains présents tentent de survivre de la faim ou des autres humains un petit peu plus agressifs qui vous cherchent des poux. Le héros c'est Kenshiro, un guerrier qui maîtrise le Hokuto Shinken, un art martial particulier qui ne se base pas sur la force pure ou sur la dextérité de son utilisateur, mais sur la connaissance des points vitaux qui peuvent complètement bousculer le fonctionnement interne d'un corps humain. Disons que les corps, ils ont tendance à exploser. Fist of the North Star, Lost Paradise prend place après la défaite de Shin, un des antagonistes de l'histoire du manga, face à Kenshiro, alors que ce dernier tentait de lui tirer les vers du nez à propos de sa copine Yuria. Shin l'avait kidnappée, Kenshiro veut la sauver, c'est tout ce que le jeu nous apprend. Et c'est ce postulat qui va guider notre héros vers la ville Eden, un paradis au beau milieu du désert dans lequel Kenshiro espère bien trouver des informations à propos de sa belle Yuria. Un endroit fortement gardé qui laisse entrer très peu de personnes sans y être invitées. La ville est en effet en plein équilibre de ressources, en eau et en nourriture. Faire entrer trop de monde pourrait mettre en danger ce paradis. Bref, vous l'aurez compris, c'est dans cette ville que vous allez passer l'essentiel de votre temps. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que je suis sacrément gonflé parce que cette histoire, ça fait penser à un épisode filler de Naruto. Et vous aurez raison, enfin partiellement. Mais est-ce que vous avez vu qui s'est occupé du développement du jeu ? Fist of the North Star, Lost Paradise est un jeu édité par Sega et développé par Ryuga Kotoku Studio. Oui, ceux-là même qui s'occupent de développer les jeux Yakuza et Judgment. Est-ce que ça a un rapport avec Ken le survivant ? Bien sûr. Lost Paradise, c'est en fait même Yakuza, mais dans le Wasteland de Tetsuo Hara. La ville d'Eden sert de hub dans lequel vous pourrez explorer librement, réaliser et accepter différentes quêtes principales ou annexes, avec toujours cette tendance propre au jeu de Ryuga Kotoku Studio à virer vers le n'importe quoi, histoire d'adoucir un petit peu les propos souvent très durs et gore du monde de Hokuto no Ken. On retrouve également cette propension à vous faire jouer à des mini-jeux loufoques ou à collectionner des trucs en rapport à l'univers de l'œuvre ou tout simplement des jeux de la maison Sega, comme dans Yakuza. Et comme dans les 6 premiers Yakuza, le jeu se présente comme un beat'em all assez péchu dans lequel vous allez devoir affronter un nombre plus ou moins important d'ennemis, à la différence près que Ken est un maître du Hokuto Shinken et peut donc faire des trucs plus farfelus qu'un Kazuma Kiryu, le tout à base de QTE. Kazuma Kiryu dont Ken le survivant va partager la même voix. C'est malheureux pour les fans de la voix japonaise originale, mais on va dire que ça passe quand même, en vrai c'est plutôt sympa. Le jeu ne lésine pas sur les scènes gore pour retranscrire à merveille l'ambiance du manga original. Les musiques sont franchement bien péchues et très honnêtement, j'ai pris plaisir à m'aventurer dans le jeu. Mieux encore, j'ai vraiment envie de découvrir le manga maintenant. Quitte à ce qu'après coup, ce Lost Paradise me semble bien fade, surtout au niveau de son histoire qui, je me répète, fait bel et bien office d'épisode filler. Un épisode bien sympathique mais qui, vous vous en doutez, n'aura aucun impact sur la trame narrative principale déjà bouclée par son auteur depuis un bail. Et je vais être honnête, si je l'ai mis là,
Yakuza, c'est plus pour l'originalité de l'adaptation. C'est un Yakuza-like. Mais si vous êtes fan de la licence Yakuza, il faut vraiment que je croise les doigts pour que l'univers vous accroche parce que ça fait un peu Yakuza au rabais. Force est de constater que Lost Paradise, ça fait Yakuza au rabais. Il y a moins de choses à faire, moins de contenu et un scénario bien moins intéressant qui doit se contenter de rester dans le cadre posé par l'œuvre originale pour ne pas trop en faire. Mais quand on sait à quel point, typiquement, Hokuto no Ken, c'est aussi un jeu qui se prêterait très facilement à un jeu de bagarre, avoir fait appel à ce studio en particulier avec ce type de gameplay, ça mérite d'être salué et encouragé. Lost Paradise est une exclue PlayStation 4, c'est rétrocompatible donc sur PlayStation 5, je l'ai personnellement trouvé dans un bac à solde à 10 € à Auchan, il finit très régulièrement en solde sur le PS Store, alors que son prix en dématérialisé hors réduction est de tout juste 20 balles, puisqu'il fait partie des PlayStation Hit. Très honnêtement, je ne pense pas que vous prendrez un si grand risque que ça à l'essayer si vous êtes curieux. Attention toutefois, le jeu est uniquement en anglais, comme tous les Yakuza avant Judgment et Like a Dragon. Attack on Titan 2. C'est marrant quand même, hein. Plus l'œuvre de base va s'éloigner de la bagarre, et plus on va faire des efforts pour adapter le manga comme il devrait l'être. C'est vraiment incroyable. C'est le cas d'Attack on Titan 2, un jeu développé par Omega Force et publié par Koei Tecmo en 2018 par chez nous. Disponible sur Switch, PS4, Xbox, PC et donc aussi PS5 et Series XS et même sur PlayStation Vita et même sur Stadia. Il s'agit du second épisode de la licence et le plus récent sorti à ce jour, en espérant qu'un nouvel opus débarque un jour. Et alors que je m'attendais à jouer à un Musou, quand même, c'est Omega Force, c'est pas des gens très connus pour autre chose que du Musou, eh bien j'ai été plutôt surpris de voir autre chose. Alors qu'on se le dise, c'est toujours un beat'em all, c'est techniquement un autre type de bagarre, mais là, franchement, c'est particulier. En même temps, je me voyais mal me friter contre 60 titans qui attendent que je fasse quelque chose, et qui me regardent. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, pour les puristes? L'œuvre macabre et malsaine de Hajime Isayama, dans laquelle l'humanité est au bord de son extinction des suites de l'arrivée impromptue de titans pas gentils qui croquent les humains pour le plaisir. Ah bah en fait si, je l'ai présenté, bon bah tant pis on continue. Attack on Titan, c'est l'histoire de Eren, Mikasa, Armin et tout le bataillon d'exploration qui vont lutter contre la menace des titans qui, il y a 5 ans, ont réussi à enfoncer un des murs qui protégeait l'un des derniers bastions humains. Oh et je vous demanderai de rester évasif vous aussi en commentaire. Je sais qu'il y a plus de développement que ça, évidemment, je suis pas teubé, que le manga il est terminé, mais s'il vous plaît, jouez le jeu, il y a peut-être 2-3 personnes qui aimeraient bien découvrir l'attaque des titans par eux-mêmes et qui ne l'ont toujours pas fait. Oui, ça existe aussi. Et parce que le manga et par extension l'anime ont connu un succès assez insolent, il était tout à fait normal de proposer un jeu vidéo qui puisse faire durer le plaisir de la chair un petit peu plus. Omega Force s'était déjà chargé du premier épisode, Les Ailes de la Liberté, qui couvrait les 24 premiers épisodes de la saison 1, en nous mettant dans la peau des héros. Et ma foi, c'était plutôt sympa. Il y avait quelques errements de gameplay, des bugs et des intelligences artificielles vraiment aux fraises, mais c'était ok. En tout cas, suffisamment pour imaginer un second épisode qui, non content d'adapter toute la seconde saison, plus la troisième un petit peu plus tard via un DLC, se permet également de solidifier le gameplay du jeu et de décaler le point de vue du jeu sur un personnage que le joueur va devoir créer. Alors oui, votre avatar lui aussi il a vécu l'invocation du titan colossal en parallèle d'Eren et ses copains, oui, il vit plus ou moins sa vie par procuration, mais le simple fait d'incarner un soldat tout ce qui est de plus basique offre la possibilité assez rare dans une adaptation de manga d'avoir un point de vue différent et une lecture différente. On est alors dans la peau d'une sorte de spectateur-acteur, assez passif certes, mais pas trop. Je sais, c'est pas hyper sexy dit comme ça, mais la mise en scène est suffisamment bien faite, régulièrement à la première personne avec les yeux de notre personnage, pour que ce fameux surplus d'immersion fasse mouche. Et dans les 4 jeux que j'ai à vous proposer, Attack on Titan 2, c'est peut-être celui qui s'amuse le plus avec le cadre imposé par l'œuvre originale. Alors certes, c'est souvent très timide, offre finalement assez peu de liberté scénaristique, ce qui est dommage, hein, on se rend vite compte que certes le jeu possède un système de relation avec les autres personnages ou même de dialogue à choix multiples, mais l'impact est très mineur et se conclura éventuellement par des bonus en jeu. C'est pas mal, hein, mais niveau liberté on repassera. Enfin, je suppose, c'est pour pas brusquer les fans. Et au-delà de ça, c'est vraiment comment est-ce que le jeu se joue qui m'a plu. Je m'attendais bêtement à un Musou, et pas du tout. Ok, on retrouve très vaguement une certaine manière de faire de la part de Omega Force, comme la nécessité de vérifier la minimap pour les quêtes secondaires à réaliser, les objectifs qui rythment l'aventure, ou encore les checkpoints à protéger, mais tout est différent. Déjà parce que les titans,
Pour être menaçants, ils sont fatalement moins nombreux qu'une armée de plusieurs milliers d'hommes. Faut bien comprendre que dans Attack on Titan, un seul titan est déjà une menace importante. Et il fallait retranscrire ne serait-ce que ce sentiment-là. Surtout, la manière de se mouvoir et de se battre des antagonistes du manga est suffisamment atypique pour qu'on adapte la formule beat'em all si chère au studio. L'équipement tridimensionnel des combattants du jeu, couplé à leur lame aussi effilée qu'une lame de rasoir, créé pour atteindre le seul point faible des titans, la nuque impliquait un jeu qui se base sur la vitesse, la verticalité et la précision. C'est là que le premier Attack on Titan pêchait. Imprécis, ça, il l'était, et on pouvait très vite finir dans un mur. Là, c'est plus ou moins corrigé. Alors, ça peut encore arriver de tourner en rond parce que mon bonhomme ne veut pas marcher sur le mur, mais ça marche nettement mieux. Ça marche même très bien. C'est grisant de se déplacer à vive allure dans toute une zone, de repérer une cible, lui couper les membres pour l'immobiliser et l'achever avec un coup bien placé à la nuque. L'esprit de l'œuvre, il est là, et on a même ce petit effort d'adaptation qui fait bien plaisir. Le gameplay a été bien réfléchi pour qu'on essaye de ressentir ce que ressent un membre du bataillon d'exploration. Le contenu est là, la mise en scène est là, les musiques aussi, même si ce ne sont pas celles de l'anime malheureusement. Elles sont bien fichues et collent très bien avec les situations présentées. Et surtout, le gameplay est original. Une sorte de Spider-Man sous Red Bull qui se bat avec des épées. Dommage que justement ce gameplay peine à se renouveler. Sur la quinzaine d'heures nécessaires pour voir le bout du scénario sans son DLC, on finit fatalement par trouver un petit peu le temps long. Dragon Ball Z Kakarot. Bon. Initialement, je voulais pas le mettre celui-là. Déjà parce que j'avais prévu une jolie présentation de Sword Art Online, le versant jeu vidéo, qui, je trouvais, était un petit peu boudé par chez nous. Actu Gaming, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, avait même fait un super dossier pour suivre les jeux dans leur ordre. Parce que oui, contrairement à tous les jeux qu'on a présentés ici, la licence Sword Art Online a une chronologie. Et tout est canon, univers cross-média oblige. Surtout le gameplay typé très orienté action RPG m'avait beaucoup tapé dans l'œil. Mais Sword Art Online, peu importe l'épisode par lequel vous allez commencer, c'est un jeu et même une licence de manière générale qui demande un minimum d'investissement. Déjà la chronologie, faut la suivre. Les animés, faut les voir parce qu'on y fait souvent référence. Et désolé mais je suis méga à la traîne dessus. Surtout je crois que j'étais pas prêt pour cette surcouche de mièvrerie en introduction de holo-réalisation, le jeu que j'avais testé. Ça m'a méga refroidi. Je vais donc garder ça de côté pour une autre fois parce que je sens que ça pourrait quand même me plaire à terme. Et enfin, surtout, je voulais faire genre, ouais, Bandai Namco, tu me la feras pas à moi, t'as beau dire que Kakarot, c'est un RPG, non, je l'ai vu le jeu de bagarre. Ouais, je sais, je suis ce genre de mec un peu pénible. Alors qu'en fait, pas du tout, je dirais même que chercher à retranscrire Dragon Ball Z dans un gameplay autre que de la bagarre, c'est de base plutôt courageux, aboutissant au fond à un jeu indispensable pour qui aimerait se refaire l'histoire de Goku et de ses petits potes de l'arc des Saiyans jusqu'à bout, voire même super si vous avez pris le Season Pass qui continue d'être alimenté encore aujourd'hui, en mode adaptation ultime. Bah ouais, c'est là-dessus en tout cas que la communication avait été orientée, hein. Dès les publicités japonaises avec ces salaryman qui font des Kamehameha sous la douche là. Si le scénario sera loin, très loin d'être une surprise, genre vraiment c'est bon, je crois on commence à connaître l'histoire par cœur, c'est à la fois la mise en scène du jeu et son gameplay qui vont le placer sur le panthéon des adaptations de manga en jeu vidéo. Un must-have de tout fan de Dragon Ball Z qui ne souhaite pas devenir un pro du stick façon Wawa chez BMS. Pour ça, c'est plutôt sur Dragon Ball FighterZ qu'il faudra se tourner et s'abonner à la page du BMS Crew tenue par Joël. Dragon Ball Z Kakarot mise surtout sur sa mise en scène en fait. Le jeu propose de magnifiques cinématiques en CGI doublées par les doubleurs japonais originaux. Les effets sonores sont exactement les mêmes que dans la série Dragon Ball Z de l'époque et, oh joie, ce sont aussi les OST de l'époque. Même les arcs narratifs sont introduits à la manière d'un épisode de l'animé et le vice sera poussé si loin que même certaines quêtes secondaires sont directement issues d'épisodes filler, comme celui où Goku et Piccolo passent leur permis de conduire. Est-ce que ça en ferait pas de facto la meilleure adaptation au monde ? Ça, c'est à vous de me le dire. Bon, après, tout n'est pas tout rose non plus chez Capsule Corp. Si la mise en scène et l'emballage sont irréprochables, le gameplay, lui, bon, encore une fois, c'est bien dommage de ne pas être allé jusqu'au bout du concept. On enchaîne les missions, les combats, pour être plus exact, en suivant très scrupuleusement la trame narrative propre à chaque arc scénaristique. On se balade certes dans le monde un petit peu à la manière d'un DBZ Budokai 3, mais ce monde ne sert à rien d'autre que de hub pour aller d'un point A
à un point B, éventuellement un point A' entre les deux, histoire de faire une quête annexe. Enfin, sur les combats, on est davantage dans une tentative de représentation des puissances par l'injonction de mécanique RPG que dans un vrai RPG. Je m'explique parce que dit comme ça paraît compliqué, mais vous verrez, c'est facile à comprendre. Dragon Ball Z Kakarot, c'est un action RPG. Il y a des niveaux à monter, il y a des compétences à gagner, il y a un système de social link pour améliorer vos compétences, de l'expérience à gagner, etc. etc. Mais il le fait avec un gameplay malheureusement très proche de ce qui pourrait se faire sur un Arena Fighter. On se rend vite compte que la dose de RPG apportée par CyberConnect 2, qui sont les développeurs du jeu, encore ici, n'est pas là pour créer une expérience RPG, mais pour limiter la progression du joueur, la baliser et la caler sur des notions de puissance tirées de ce que l'animé a pu développer comme concept lors des arcs Saiyan et Namek. Vous savez, les fameux Over 9000, tout ça avec les scouters, et qui pour certains fans sont encore des valeurs qui ont du sens dans DBZ. Et la surcouche RPG dans DBZ Kakarot leur donne raison en fait. Parce qu'un combat va se jouer justement sur cet écart de statistiques. Un Krillin à un niveau équivalent Goku n'aura pas la même force, peu importe que vous vous soyez farci 300 combats contre des trash mobs avant, ou que vous ayez réalisé toutes les quêtes annexes. Un pendant nécessaire, je suppose, pour créer de la tension narrative. Ce ne serait pas normal que Yamcha réussisse à vaincre Vegeta, je suppose, mais qui brise un petit peu le contrat tacite que j'attends d'un RPG. Plus je grind, plus je suis fort, plus je roule sur le jeu. Ici, il faut suivre l'histoire telle qu'elle s'est passée. Une bien belle histoire, rarement mise en scène de cette manière pour ce type d'adaptation, mais qui se fait malheureusement au détriment, je trouve, du gameplay, qui aurait tendance à en pâlir. Après voilà, les choses sont là, c'est un très bon jeu et qui change des éternels jeux de bagarre pour la licence DBZ, même s'il y a de quoi rester un petit peu mesuré sur cette dernière affirmation. D'autant plus que le jeu est lui aussi disponible à peu près partout, PS4 et donc PS5, Xbox One et donc Series XS, PC, Stadia, Switch, et qu'il est régulièrement sujet à des baisses de prix, même en neuf. Et même en démat. Avec toute cette histoire développée jusqu'à Super, autant vous dire que vous en aurez pour un long moment de jeu. Les adaptations de manga, un potentiel gâché. Bon, vous l'avez vu, j'ai quand même sacrément galéré pour vous trouver ces 4 jeux avec les conditions que je me suis imposées. Tous ces jeux sont ceux qui, selon moi, sortent le plus du lot. Et c'est de créer quelque chose avec le matériel d'origine. Un matériel peut-être un petit peu trop codifié pour du jeu vidéo. Non pas le genre qui serait codifié, mais plutôt sa superstructure. Le jump serait trop rigide. Bandai Namco serait trop frileux à l'idée de sortir des sentiers battus, et peut-être des développeurs qui voient en un projet d'adaptation de manga quelque chose comme une sorte de cadeau empoisonné. Le résultat, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que ceux qui pâtissent de cette pauvreté dans les expériences proposées par les adaptations de manga, c'est les mangas eux-mêmes. Déjà qu'on pourrait débattre d'une sorte de standardisation des productions du Shonen Jump, c'est d'autant plus terrible quand on regarde le versant jeu vidéo. La diversité des œuvres manga et animées n'est absolument pas représentée par leur adaptation jeu vidéo. C'est vraiment, littéralement, la même soupe qui nous est servie à chaque fois. Et c'est super triste. C'est super triste parce que ça se vend quand même. Le seul attrait de ces jeux, leur seul point fort, est celui d'utiliser les images des œuvres dont ils sont issus pour contenter le fan. Oui, le point le plus fort sur lequel tout le monde semble se baser sans aller plus loin, c'est le fan service. La conséquence à tout ça, c'est qu'en réalité, je trouve le terme d'adaptation mal adapté à la plupart des jeux qu'on nous offre lorsqu'on parle de manga et d'anime. Même dans les jeux que je vous ai présentés, il y a très peu d'efforts pour s'adapter aux jeux vidéo. Je dirais même qu'en général, c'est l'inverse. C'est le jeu vidéo qui doit s'adapter à l'œuvre originale. Quand on adapte un livre en film, on sait qu'il y aura des coupes, des libertés qui sont prises et des éléments qui vont devoir changer parce qu'on n'est pas sur le même médium et sur le même trait de temps. On ne peut pas raconter un film comme on raconte une histoire et c'est ça qui rend les deux œuvres intéressantes, indépendamment de chacune. Quand on adapte un manga ou un animé, on est sur une proposition soit au plus proche possible de l'œuvre originelle, sans qu'on ait vraiment de possibilité d'en dériver, soit sur une proposition annexe qui n'a jamais une seule once d'impact sur le récit, puisque ne doit pas bousculer le canon de la série. Ce qui est gravé dans le marbre, c'est le récit original. Le reste, c'est du produit dérivé qui dépend de l'avancée du manga / animé de base. Ce serait si grave que ça d'avoir des réinterprétations d'événements, des trucs qui reprendraient la substance d'un Naruto, qui reprendraient Naruto lui-même.
mais qui raconte autre chose et d'un petit peu plus adapté au médium vidéoludique. Je veux dire, c'est pas comme si ça s'était jamais fait. Sortons de l'univers manga et animé pour celui des livres et des comics. Est-ce que les libertés prises par les Witcher de CD Projekt par rapport aux livres en font une trilogie de mauvais jeux? Est-ce que les Metro ont eu tort de s'éloigner de la trame des livres pour proposer leur truc? Est-ce que le Spider-Man d'Insomniac Games fait à ce point déshonneur à l'histoire de l'homme araignée en comics, en série animée ou en film? Alors je sais bien que c'est pas dans les habitudes créatives d'auteurs japonais de laisser une certaine liberté à celles et ceux qui veulent s'approprier leur création pour raconter fondamentalement la même chose, mais de manière différente. Mais quand même, quand je vois un My Hero One Justice, est-ce que Horikoshi-san est vraiment fier de ce qu'on a fait de son super shonen? Ça valait vraiment le coup d'être à ce point strict? Après, si vous êtes vraiment fan d'animation japonaise, de manga et en fait du style qui est développé dans ces œuvres-là plus que de l'œuvre en elle-même, eh ben sachez que des jeux qui en adaptent la substance, le style, comment est-ce que ça se raconte et comment est-ce que c'est découpé, ça existe. Ça existe, mais peut-être que vous le voyez pas. Et je suis sûr que tous ceux qui jouent énormément à ces adaptations de manga, passez à côté pour la plupart, sans même vous en rendre compte. Prenez n'importe quel JRPG et cette esthétique et cette manière propre au shonen neketsu de raconter une histoire sera tout aussi bien narrée. Rien que la série Tales of, c'est une ode au récit que l'on retrouve à foison dans le Shonen Jump. Tout est découpé comme un manga ou un animé. Et le dernier épisode en date, Tales of Arise, va pousser le bouchon encore plus loin en proposant des scénettes dynamique, dont la mise en scène rappelle la lecture d'un chapitre de manga. Il y a même 1 ou 2 openings lorsque vous relancez le jeu. Pour vous dire, les Dragon Quest sont des adaptations les plus fidèles de cet esprit shonen. Les Persona en sont les dérivés les plus modernes qui en sus se permettent de bien se servir dans l'assiette du genre qui est en soi un manga interactif, le visual novel. Et là, des visual novels, vous en trouverez à la pelle, et même sur des séries que vous avez peut-être vues uniquement en animé, mais avec cette surdose de choix propre aux jeux vidéo. Oui, jouez à Steins Gate en version visual novel, ça va changer vos vies. Puis embrayez sur 13 Sentinelles, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bref, les bonnets, ça ne se met pas sur le nez mais sur le crâne, c'était Iko. Ciao!